Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40. On va attaquer un nouveau chapitre maintenant, le module IPWM. Et ce chapitre va être découpé en petites séries de vidéos, plusieurs petites vidéos. Et on va aujourd'hui commencer par une introduction et ensuite on va se plonger sur la première partie du module IPWM que sont les compteurs ou timers en anglais. Donc pour réaliser cette vidéo, je vais m'appuyer sur le cours et le fascicule du DSP. Donc je reprends le cours là où on s'était arrêté. Donc un nouveau chapitre, les périphériques de timer et génération de signaux modulés en largeur d'impulsion, IPWM. Alors quelques caractéristiques générales. Le module que je vais vous présenter est un périphérique du microcontrôleur. D'accord. Donc module périphérique, hein, c'est le même vocabulaire. Tout comme l'ADC que nous avons étudié dans le chapitre précédent. C'est un périphérique, donc vous pouvez imaginer qui c'est comme une structure électronique qui est dissociée du microprocesseur. C'est-à-dire qu'il va fonctionner avec sa propre signal d'horloge, qui est un dérivé, tout comme l'ADC, de signal d'horloge du microprocesseur, et qu'il est capable de s'exécuter, une fois qu'il est correctement configuré, en parallèle du microprocesseur, donc en parallèle de l'exécution de votre programme. Alors, le module IPWM, je devrais dire plutôt les modules IPWM, puisqu'il y en a 6 au total. Ce sont des périphériques permettant de gérer des signaux numériques de sortie et ou d'entrée, quand on va faire des mesures, dont l'évolution est référencée par des compteurs et des comparateurs programmables. Alors, le module est assez complexe. Dans cette vidéo, on va voir uniquement la partie compteur. La résolution temporelle des signaux est déterminée par la fréquence de l'horloge de comptage des compteurs, qui peut être différent de l'horloge du microprocesseur. Donc les modules IPWM 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc c'est leur nom, sont tous identiques. Donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est valable pour n'importe lequel de ces modules. En fait, il suffira, lorsque vous programmez en C, d'écrire au lieu de IPWM1, IPWM4 ou 5, ça dépend de celui que vous voulez utiliser. Donc, de quoi sont-ils constitués? Un compteur 16 bits, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un comparateur 16 bits, une unité de comparaison pour la génération de deux signaux PWM, donc par module. Donc on peut avoir, comme il y a 6 modules, on peut avoir jusqu'à 12 signaux PWM. On peut les mettre en quadrature de phase et ou plutôt avec décalage, lorsqu'on veut faire par exemple de la génération de PWM pour alimenter des machines triphasées. Un module de gestion des temps morts, un module de création de signaux porteurs qu'on appelle le chopper, qu'on verra malheureusement pas en IF40, un module de gestion des défauts qu'on va appeler trip zone, un module de gestion des événements event trigger. Alors chaque périphérique, il est composé de tous les éléments listés ci-dessus. Les broches et les registres associés à chaque élément, ils sont donnés dans le fascicule du DSP et dans le fameux tableau d'entrée-sortie numérique dont je vais revenir dans un instant. Vous avez ici un petit schéma de toutes les broches qui sont utilisées par les 6 modules IPWM. Alors, on les sépare en 2 fois 3 modules où on appelle Event Manager A, Event Manager B. Ça, c'était fait dans les anciens DSP et on a gardé ces structures. Mais aujourd'hui, avec le DSP qu'on utilise, vous ne verrez pas apparaître ces notions de Event Manager A, Event Manager B. Nous, on utilise les termes IPWM de 1 jusqu'à 6. Donc, on va dire que ça, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est le référencement de toutes les entrées et sorties qui sont utilisées pour les 6 modules IPWM. Vous allez retrouver ceci dans le fascicule du DSP. Donc, dans la partie qui commence à la page 41, module IPWM, vous allez avoir ici un schéma général d'un des modules, donc c'est ça multiplié par 6, hein, avec tous les sous-modules que je vous ai listés. Hein. On peut retrouver les temps morts, le chopper, trip zone, etc. Et pour chacun des modules, voici bien, les fameux sous-modules qui sont listés et les sorties et entrées de chaque module. Alors vous remarquez, on voit par exemple IPWM XA, X vous le remplacez par le numéro du module IPWM que vous voulez utiliser. Par exemple, si j'utilise IPWM 1, eh bien ça sera IPWM 1A. Voilà. Quelques petites choses à noter.
vous voyez que chaque module PWM dispose de deux sorties vers la droite pour aller vers les GPIO. Ce sont les sorties PWM. On ne va pas en parler dans cette vidéo, on en parlera par la suite. Et vous voyez qu'il y a également des sorties, mais qui ne vont pas vers les GPIO, donc qui ne vont pas vers l'extérieur du microcontrôleur, mais qui restent à l'intérieur, qui est PIE pour déclencher des interruptions, et ADC, celui-là nous intéresse particulièrement, puisqu'on a vu le chapitre précédent l'ADC, on va pouvoir déclencher l'ADC avec un timer. Donc il y a deux signaux qui sont possibles, IPWM X, donc vous remplacez par le numéro de PWM SOC A et SOC B. Ces deux signaux sont strictement similaires. C'est juste que, on l'a vu, l'ADC dispose d'un double séquenceur et donc chaque séquence vous pouvez la lancer avec un signal différent provenant du timer. Enfin, ici vous trouverez une entrée et une sortie, 5 pour synchronous, I pour input, O pour output. Vous pouvez cascader les modules PWM entre eux et vous avez à gauche ici un petit schéma de cascade. Par exemple, vous pouvez générer un timer et lorsque ce timer arrive à échéance, vous pouvez lancer un deuxième timer d'un autre module. Et ainsi, vous pouvez synchroniser vos timers. Vous pouvez également les lancer tous en même temps pour qu'ils soient synchronisés et qu'ils commencent à compter tous en même temps. On ne va pas voir ça en IF40, mais sachez que c'est possible. Enfin, hop, on va migrer un petit peu plus haut dans le fascicule du DSP et retrouver voilà, le fameux tableau à la page numéro 30 que nous avions utilisé dans les GPIO. Donc, prenons un exemple. Dans GPA MUX 1, lorsqu'on utilisait la GPIO 0, on mettait 00 pour passer la pin en GPIO. Cette fois-ci, on utilise un autre périphérique qui sont les IPWM. Si j'utilise IPWM 1, eh bien GPA MUX 1, je vais le configurer avec 01 pour le mettre en mode IPWM 1A. C'est le fameux multiplexeur que on retrouve dans ce schéma-là, page numéro 28 du fascicule du DSP. Nous, quand on utilisait les GPIO, on mettait toujours 0 là dans la flèche. Et bien maintenant, on va se placer sur périphéral 1 ou 2 ou 3, hein, ça dépend du tableau. Mais généralement, c'est tout dans 1. Si vous regardez ici, voilà, toutes les PWM ici qu'on va utiliser, c'est dans 0,1. Okay. Et voilà les GPIO concernés. Bien sûr, lorsque vous utilisez la PWM, vous ne pouvez plus utiliser la GPIO pour faire autre chose que ça. D'accord? Donc il faudra utiliser une autre GPIO. Mais bon, on a vu qu'il y en a beaucoup, 88 pour être exact, donc on a largement la place de faire ce qu'on veut. Alors, on remarque que les broches des unités EVA, EVB, elles sont partagées, donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc, tout ça est partagé. Pour les utiliser, il faudra mettre le multiplexeur dans la bonne position. Donc, il faudra configurer convenablement les registres. Donc, tout est dans GPA MUX 1. Hein. Vous le voyez ici. Hop, tous les PWM là, c'est dans GPA MUX 1. Et c'est sur la 0 jusqu'à la 11. Les sorties PWM, elles permettent de commander, entre autres, des montages d'électronique de puissance, hacheur ou onduleur. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous ai mis un petit récap ici du tableau. Alors, on attaque le vif du sujet avec les compteurs. Donc à quoi sert ce module IPWM, entre autres? Donc leur objectif, c'est de déclencher un événement lorsque la durée de la temporisation est écoulée. Par exemple, le déclenchement d'une conversion analogique. C'est l'exemple que je vais m'appuyer pour vous montrer ici. Ou alors, commander l'ouverture et la fermeture d'un interrupteur statique en association avec un comparateur. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc, chaque module IPWM dispose de son propre compteur. Il y a donc 6 modules, il y a donc 6 compteurs dans le DSP. Ils sont identiques et se configurent indépendamment, suivant le même principe. On peut les synchroniser par l'intermédiaire de ce que je vous ai montré précédemment dans le petit schéma. Les compteurs, ils sont configurables dans l'un des 3 modes de fonctionnement suivants. Donc voici un petit schéma qui vous présente les 3 formes qui existent de comptage. On va beaucoup utiliser en IF40 le premier, c'est-à-dire le mode comptage continu. Qu'est-ce que c'est que le mode comptage continu? C'est le fait de compter de 0 jusqu'à x, et lorsqu'on arrive à la valeur x, eh bien on repart à 0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compteur? Un compteur, ce n'est ni plus ni moins qu'une case mémoire qui est un registre. Donc, le nom de ce registre, c'est TBCTR, TB pour Time Based, et CTR pour Counter, tout simplement. Cette case mémoire va s'incrémenter de 1, donc elle va compter dans le mode Quantum Mode. Donc elle s'incrémente de 1 jusqu'à arriver à une valeur que vous pouvez configurer.
vous pouvez la configurer dans le registre TB-PRD. PRD est l'abréviation de période. Et lorsqu'elle arrive à cette valeur, lorsque TBCTR égale à TBPRD, je repasse à la valeur 0 dans CountUp mode. Countdown mode, vous comprenez tout de suite, on commence à la valeur de TBPRD et on décrémente jusqu'à arriver à 0 et on repart à la valeur. Et CountUp and down mode, je pars de 0, je compte jusqu'à TBPRD et ensuite je décrémente jusqu'à repasser à 0. Voici les trois modes de fonctionnement. Alors vulgairement, moi j'appelle ça les dents de scie inversés et les pyramides. Donc quand vous m'entendez dire ça, voilà à quoi je fais référence. Donc on parle de comptage continu, décomptage continu et comptage-décomptage. Donc je vous rappelle, la valeur de la période, elle est mise dans TBPRD. TBPRD étant une case mémoire, hein, c'est un registre. Donc la valeur maximale est codée sur 16 bits, soit 65 535. Alors il va falloir faire attention à ça. Généralement, vous n'allez pas connaître directement cette valeur-là. Vous allez vouloir une certaine fréquence du compteur. Et pour retrouver la valeur de TBPRD à partir de la fréquence du compteur, il suffit de prendre la formule suivante. TBPRD est égal à la fréquence du microcontrôleur, chez nous c'est 150 MHz, divisé par la fréquence voulue, multiplié par un prescaler, k, je vais venir dans un instant, moins 1, parce qu'on compte de 0 à x. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit k, appelé prescaler? C'est une constante, donc la constante k, elle est nécessaire lorsque TBPRD dépasse 65 135. Il arrivera régulièrement que votre calcul, le résultat de ce calcul soit supérieur à 65 535. Dans ce cas, eh bien, on va changer la valeur de k pour forcer le calcul à une valeur inférieure à cela. Donc cette constante, elle est à définir dans le registre TBCTL. Donc, elle est configurable. Elle est choisie, bien sûr, la plus petite possible pour obtenir la meilleure résolution de comptage. Donc on peut choisir plusieurs valeurs entre 1 et 128 de k. Je vous montrerai comment par la suite. Qu'est-ce qu'elle fait en pratique? Elle permet de ralentir le comptage. Dans le cas d'un comptage continu, l'incrémentation de 1 là, va être ralentie. Pourquoi faire? Pour obtenir la fréquence voulue tout en gardant la valeur de TBPRD qui est codée sur 16 bits, donc inférieure à 65 135. Un petit exemple pour expliciter ça. On souhaite calculer la valeur de TBPRD en utilisant le timer 1, donc le module IPWM1, pour des fréquences suivantes. Je souhaite avoir une fréquence de 20 kHz et, petite coquille dans mon document, de 2 kHz. On y va. Je veux une fréquence de 20 kHz. J'applique la formule avec mes 150 MHz, donc 150 fois 10 puissance 6 de fréquence d'horloge du DSP, divisé par, je prends k égale à 1, fois 20 fois 10 puissance 3, 20 kHz, ça me donne 7499. Avec un k égale à 1, je suis dans les clous, je suis inférieur à 65 135 pour 20 kg. Même question pour 2 kHz. Pour 2 kHz, on voit que le résultat de la formule me donne 75 000, qui est supérieur à 65 535. Donc là, je vais avoir un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la valeur de k ici et recommencer mon calcul. Donc on doit trouver k tel que le TBPRD soit inférieur ou égal à 65 135. Donc k, il est configurable dans le registre de contrôle du timer. Alors k, il est défini par deux registres. Ici, j'entoure en rouge que clockdiv, mais c'est la multiplication de clockdiv et HSP clockdiv. Pour les besoins ici, je vais utiliser uniquement clockdiv. Je vous fais un exemple après avec les deux. Donc k est donc la puissance de 2 immédiatement supérieure à ce qu'on avait calculé juste avant. Regardez les valeurs que peuvent prendre clockdiv, c'est-à-dire k. On peut prendre 1, 2, 4, 8, 18, 16, 32, 64 et 128. Donc c'est facile, hein, vous avez fait la formule avec k égale à 1, vous prenez la formule avec k égale à 2 et vous regardez si vous êtes supérieur ou pas. Ou alors, vous pouvez faire l'effet inverse, c'est-à-dire, je voudrais connaître le k pour que je sois dans les clous, c'est-à-dire inférieur ou égal à 65 135. Donc je change la formule de tout à l'heure, avec TBPRD max, qui sera 65 135, donc k devient FCPU divisé par TBPRD max plus 1 fois f. Donc ça me donne un k de 1,14. Si je prends k égale 1,14, mon résultat de TBPRD sera pile poil 65 135.
Alors je ne peux pas prendre k égale 1,14, je peux prendre qu'une seule de ces valeurs-là. Donc je prends la valeur juste au-dessus, c'est-à-dire k égale à 2. Et avec k égale à 2, j'obtiens, petite coquille ici, c'est bien TBPRD égale à 37 500. Je suis dans les clous. Voilà. Alors, maintenant on va faire un exemple d'utilisation des timers. Donc on veut déclencher une conversion analogique numérique tous les 100 microsecondes avec le timer IPWM1. La fréquence d'horloge du microprocesseur elle est de 150 MHz. Donc la méthode, on va utiliser un compteur en mode comptage continu. Donc qui va compter jusqu'à 0, jusqu'à un nombre prédéfini dans TBPRD comme on vient de le calculer précédemment. Et puis une fois qu'on arrive à TBPRD, on va déclencher une conversion analogique numérique. Le comptage il s'effectue dans le registre TBCTR qui doit préalablement être initialisé. Et on va utiliser les comparateurs CMPA CMPB pour placer des repères sur le module pour pouvoir comparer à la valeur de TBCTR. Et on va utiliser également le module Event Trigger. Donc je vais vous expliquer tous ces modules, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, le mode opératoire pour faire tout ceci. Pour pouvoir déclencher une conversion analogique numérique avec un timer, voilà ce qu'il faut faire. Il faut, comme on va utiliser un module IPWM, déjà l'activer. Comme pour l'ADC, on active une horloge. Là également, pour chaque module IPWM que vous l'utilisez, il faut activer son horloge. Il faut initialiser un éventuel couplage avec le module ADC. Il faut dire au timer qu'il va aller déclencher l'ADC. Et ceci, ça veut dire générer un événement. Donc on va utiliser le Event Trigger et ces deux registres ETCL et ETPS. On va initialiser notre compteur TBCTR. On va initialiser la période de comptage TBPRD comme on l'a fait précédemment. Le ou les comparateurs CMPA, CMPB. Et enfin, on a un registre un peu l'équivalent de ADCTRL1 pour l'ADC qui s'appelle TBCTL qui va être un petit peu la configuration générale du timer. Alors on y va. Première chose à faire, on va activer l'horloge du module utilisé. Comme on veut déclencher la conversion avec le timer 1, c'est dans l'énoncé, et bien on va activer le module du timer 1. Donc c'est dans le registre PCLK-CR1 qui, je vous rappelle, veut dire P pour périphéral, CLK pour clock, CR pour contrôle register. Et puis 1, c'est parce qu'il y en a 3 de ces registres. Il y a le 0, le 1, le 2. Donc si on regarde ce registre dans le fascicule du DSP, qui se trouve, je vous rappelle, page... Hop, je remonte un petit peu... pardon, j'ai dû sauter, voilà ici. Il se retrouve page 22 de votre fascicule du DSP, les 3 registres. Et on voit que dans PCLK-CR1, il y a IPWM1 EN-CLK qui veut dire IPWM1, EN pour Enable et CLK c'est pour Clock. Voici la structure en C pour pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, je veux aller activer ce bit-là et le mettre à 1. Il suffit en C, vous pouvez écrire PCLK-CR1 avec un masque OU pour forcer à 1 ce bit-là. Ou encore, la structure que vous connaissez en TP, système contrôle règle.pclk-CR1.bits.epwmenclk égale à 1. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, le module est activé. On va utiliser le sous-module Event Trigger, donc ET, pour pouvoir lui dire qu'il va déclencher l'ADC. Deux registres pour faire ça. SEL, c'est Selection, et PS, pour Prescaler. Alors, si on va voir ETSEL, qui se trouve dans le fascicule du DSP, presque tout en bas. Ok. J'y suis presque. Voilà, ici, à la page 63. Il est composé de 16 bits, comme tous les registres, et de plusieurs champs. Alors, vous voyez, il y a des champs qui sont intcell, intn, socacell, socken, socbcell, socben. Je vous ai dit tout à l'heure que les événements peuvent être... Il y en a 3 en fait. Il y a un événement pour déclencher des interruptions, ça va être tout ce qui est INT. Il y a un événement pour déclencher un signal à l'ADC qui s'appelle SOC-A, c'est tout ce qui va commencer par SOC-A. Et il y a un deuxième signal qu'on peut envoyer par l'ADC, c'est SOC-B, dans le cas où on a 2 séquenceurs. Nous, ici, on va partir sur le même principe que le TD précédent sur l'ADC, c'est-à-dire on travaille en séquenceur cascadé, monoséquenceur. Donc on va uniquement utiliser SOC-A. Vous pouvez également utiliser que SOC-B, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Si dans l'ADC, vous configurez qu'il va se faire déclencher par SOC-B. Moi, je vais utiliser SOC-A. Donc, ce sont uniquement ces bits-là qui vont m'intéresser. Alors, je vous ai remis ici, pour les besoins du cours, un extrait de la datasheet. Donc, ce sont les bits 8 à 10
de ce registre qui permettent de configurer le couplage. Comment est-ce que je vais déclencher l'événement, ou plutôt quand. Donc c'est 3 bits, et regardez, il y a plusieurs combinaisons possibles. Alors il y en a deux qui ne servent à rien, 0, 0 et 0, 1, 1. Si je mets 0, 0, 1, je vais aller déclencher l'ADC quand le compteur est égal à 0. Si je mets 0, 1, 0 quand le compteur est égal à TBPRD. Et puis les autres, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1, c'est en fonction de CMPA et CMPB, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc nous, en fait, on va déclencher le timer quand il repasse à 0 ou alors quand il arrive à TBPRD. Je dois choisir. Mais avec ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire le mode comptage continu, je remonte un petit peu, c'est la même chose. Pourquoi? Eh bien parce que le point en haut ici et le point en bas ici, c'est exactement le même. Quand j'arrive à TBPRD, je repasse automatiquement à 0. Donc que vous mettez l'un ou l'autre, en fait, ça ne change rien dans mon exemple ici. Attention, c'est parce que dans cet exemple, j'utilise le mode comptage continu. Si j'utilise le mode comptage et décomptage, ce n'est pas le même point quand on arrive à TBPRD et quand on arrive à 0. Okay. Donc ici, moi j'ai choisi quand on arrive à TBPRD, c'est-à-dire 0, 1, 0. Donc je peux écrire directement ipwm1regs.etcell.bit.socacell égale 0, 1, 0. Attention, quelque chose que je ne dis pas dans ce cours-là, il ne faut pas oublier aussi d'activer le signal avec SOCA EN pour enable. Donc je vais mettre ce bit-là à 1 également. Donc ce bit-là à 1, ce bit-là à 0, ces 3 bits-là à 0, 1, 0. Une fois que vous avez fait ça, vous avez configuré la sélection. Quand est-ce qu'on va déclencher le signal et quel signal va-t-on déclencher? Ensuite, on va utiliser le prescaler de l'event trigger. Donc c'est ET pour event trigger et PS pour prescaler. Il permet de configurer le nombre de fois où le timer atteindra TBPRD avant de déclencher la conversion. Si on veut, on peut définir la chose suivante. Je voudrais déclencher l'ADC uniquement qu'une fois sur 2, ou une fois sur 3, ou alors toutes les fois. Et bien c'est dans ETPS que vous choisissez ceci. Donc ETPS, il se trouve juste après dans votre fascicule, juste avant plutôt je pense, dans votre fascicule DSP à la page 62. Pareil, comme on a 3 signaux, on va retrouver les trois registres, enfin à l'intérieur du registre les 3 signaux, les interruptions, SOC B, SOC A, nous on ne s'intéresse que à SOC A. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Les bits 9 et 8 permettent de paramétrer le nombre d'occurrences, donc PRD ici. On peut choisir de complètement désactiver, donc si vous laissez 0, 0, vous avez beau configurer ETSEL, si vous n'avez pas configuré ça, ça ne marche pas. 0, 1, on va déclencher à toutes les fois qu'on arrive, 1, 0 une fois sur 2, et 1, 1 une fois sur 3. On ne peut pas faire plus d'une fois sur 3. Donc moi je vais déclencher toutes les fois, donc je mets 0, 1. Donc j'ai écrit dans ipwm1regs.etps.bit.socaprd égale 0x1. Voilà. On vient de configurer un événement. Alors petite remarque, hein, vous avez vu également qu'il y a également soca CNT ici. Nous on vient de configurer soca PRD. Donc soca PRD, ça permet de déterminer combien une fois sur 2, une fois sur 3, etc. Et soca CNT, en plus de ça, vous pouvez encore faire, si c'est tous les coups, je peux envoyer le signal, soit tous les événements, soit un événement sur 2, soit un événement sur 3. Donc en fait, si vous mettez ici 0,1 et ici vous mettez 1,1, bah, ça va le faire qu'une fois sur 3. Si vous mettez par exemple ici 1,1, donc vous le faites une fois tous les 3 pics, et tous les 3 événements, j'envoie le signal. Donc ça va le faire une fois sur 9. Donc avec les deux là, vous pouvez quand même avoir de 1 à 9 déclenchements en fonction du timer. Donc ici, moi, je vais mettre 0,1. Donc je ne l'ai pas écrit dans le cours. Il ne faudra pas oublier. Je remets ici 0,1 dans soca CNT. Ok. On continue. Une fois qu'on a fait ça, il faut remettre le compteur à 0. N'oubliez pas, TBCTR, sa valeur initiale, vous ne la connaissez pas. Elle peut être différente de 0. Donc je réinitialise le compteur à 0 en le mettant simplement à 0. Et ensuite, bah, je calcule mon TBPRD. Alors,
l'énoncé me disait je voudrais déclencher le CAN tous les 100 microsecondes. Donc 100 microsecondes, ça me donne une fréquence de 10 kHz. Je fais ma formule, TBPRD égale FCPU sur K fois F, je prends K égale à 1, et bien ça me donne 150 MHz divisé par 1 fois 10 puissance 3, 1 fois 10 fois 10 puissance 3, pardon, moins 1, 14 999, je suis dans les clous, je suis inférieur à 65 535. Je peux directement l'écrire dans TBPRD. Ensuite, il ne me reste plus qu'à configurer le timer en lui-même. Donc, comme j'ai mis un K égale à 1, je vais mettre clockdiv égale à 1 ici. Et alors, je vous les montrerai en TD, les autres champs. Le seul autre champ qui m'intéresse ici, c'est ce champ-là, CTR mode. On va quand même les balayer un peu tous en revue. Alors, free and soft. On va commencer par le poids fort et on finira par le poids faible. Free and soft, ça permet de configurer le comportement du timer en cas de point d'arrêt logiciel. Donc si vous faites du mode debug en TP et vous allez en pas à pas. Je vous rappelle que pas à pas, c'est l'avancement du microprocesseur de votre code. Le périphérique IPWM, il est indépendant. Donc lui, il peut très bien fonctionner, exactement comme l'ADC. Donc si vous mettez 0,0, il va s'arrêter en même temps que vous vous arrêtez. Si vous mettez 0,1, il s'arrête après avoir fini son cycle, donc pas de compter jusqu'à TBPRD. Et si vous mettez 1 et n'importe quel bit ici, il continue. Et moi je mets toujours ceci, parce que ça me permet en fait de continuer sans jamais stopper le timer. Donc, petite boulette, il faut mettre 3 ou 2. Mais pas 1, parce que 1 il va s'arrêter à la prochaine, incrémentation. Alors, le prescaler K, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a calculé avec clockdiv. En fait, c'est pas tout à fait clockdiv, c'est HFP clockdiv fois clockdiv. Donc, suivant la valeur de K que vous avez trouvée dans le calcul de TPRD, vous faites, vous ajustez avec les deux champs. Donc, si vous avez K égale à 1, c'est facile, hein, vous mettez 0 et 0. Si vous avez K égale à 2, vous pouvez mettre clockdiv à 1 et HSP clockdiv à 0, etc. Alors ensuite, tous les autres bits, c'est-à-dire tout ceci, on ne va pas s'en servir. À quoi ils servent? Ils vont servir à synchroniser les timers les uns par rapport aux autres. Donc on ne voit pas ça en IF40. On arrive donc à celui qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui-là qui va lancer le timer. C'est CTR mode. CTR mode, c'est le mode de comptage. Donc soit les dents de scie, soit les dents de scie inversées, soit les pyramides. Si vous mettez 1-1, vous frisez le timer, vous l'arrêtez. Et écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important. Quand vous écrivez dans ce registre, c'est également là où vous activez le timer, c'est-à-dire vous le démarrez. C'est pour ça qu'on configure ces deux bits là en dernier, toujours en dernier, dans la config. Donc pour compter en mode continu, comptage continu, on met 0,0. Et voilà, un petit récap de ce que je viens de dire dans un programme. Donc init PWM. On active l'horloge du PWM avec PCLKCR1. Donc ici c'est le module IPWM1. On va définir l'event trigger. Donc ici on va déclencher SOC A. On va le déclencher tous les événements. Donc à chaque fois qu'on arrive au-dessus à TBPRD. Donc quand on arrive à TBPRD et à toutes les fois. On remet le compteur à 0. On calcule TBPRD pour avoir 100 microsecondes. Et on configure notre timer avec les différents cas et en mode comptage continu. Et là, le timer, il commence à compter automatiquement à la fin de cette petite fonction C. Alors, un autre exemple. On veut configurer le module IPWM2 cette fois-ci pour déclencher une conversion toutes les 150 millisecondes. Donc avec le timer, sachant que FCPU égale 150 MHz. Pareil, on refait pareil que tout à l'heure, hein, donc on va utiliser différents registres. On commence par le calcul de TPPRD cette fois-ci. Alors on a 150 millisecondes, ça fait 6,66 Hz. Je le mets dans la formule. Ça me donne un nombre 22 millions, donc bien supérieur à 65 135. Donc on a besoin de changer la valeur de K. Je voudrais calculer le K qui va bien. Donc j'ai TPPRD max c'est 65 135 et je trouve un K de 343,32. Alors pour faire ça, il va falloir faire un mix entre clockdiv et HSP clockdiv. Voici la solution que je vous propose. Je vais prendre K égale 512
Pour ce faire, K, je vous rappelle, c'est clockdiv fois HSP clockdiv. Donc je prends clockdiv égale 128, c'est-à-dire la valeur max, et HSP clockdiv égale 4. Et 4 fois 128, ça fait 512. Je recalcule avec ça, et je trouve TBPRD égale 43 944. Ensuite, je peux faire un petit programme. Donc, IPWM2, j'active le timer, enfin, j'active la clock du module IPWM2, donc c'est 2 dans PCLKCR1. J'ai pas changé ma config par rapport à avant. Hein. Je vais toujours envoyer le signal SOC A quand j'arrive à TBPRD. Je l'envoie à tous les coups. Je remets le timer à 0. Donc là, j'utilise PWM2 hein, maintenant. Je mets mon TBPRD que j'ai calculé à 43 944. Je mets les bits free and soft pour ne jamais m'arrêter. Et cette fois-ci, clockdiv, donc j'ai pris 128, donc ça va faire 111 ici. Et ici, HSP clockdiv, j'ai pris 4, c'est-à-dire ici 010. Et puis, je lance mon timer en mode comptage continu. Voilà. Alors, un petit mot sur le mode des pyramides, comptage, décomptage continu. Dans ce mode de comptage, le compteur il alterne comptage et décomptage entre 0 et la valeur de TBPRD. Ici par exemple, pour l'exemple, j'ai pris 4. Donc la période de comptage elle est doublée par rapport au comptage continu pour la même valeur de TBPRD. Du coup, attention, quand vous utilisez ce mode là, il faut utiliser une autre formule pour TBPRD qui est exactement la même sauf qu'on fait x2. Parce qu'on monte et on descend. Mais sinon, c'est exactement pareil que précédemment. Alors il y a un autre mode dont j'ai pas parlé, c'est le mode comptage-décomptage directionnel. Ce mode-là, il est très spécifique parce qu'il est utilisé pour un mode de fonctionnement du microcontrôleur bien précis. Le mode comptage-décomptage directionnel, il permet de passer d'un mode comptage continu à un mode décomptage continu, suivant l'état d'un signal de direction. Donc en fait, vous pouvez incrémenter et tout d'un coup décrémenter, sans arriver à la valeur TBPRD. Donc il y a une broche, il y a même deux broches, TB-dir A et TB-dir B. Et si TB-dir A ou B est à 1, on va incrémenter. Si TB-dir A ou B est à 0, on va décrémenter. Alors, ce mode de fonctionnement, il a pour intérêt de permettre le pilotage du comptage ou décomptage du compteur en fonction du sens de déplacement d'un capteur de position. Donc si on utilise un codeur incrémental, par exemple, comme un signal 0 ou 1, on va pouvoir incrémenter de 1 à chaque fois que ce signal fait un front montant. Et on va pouvoir incrémenter ou décrémenter en fonction de la direction. Donc un signal qu'on va mettre dans TDIR. En fait, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à avoir une valeur en degrés d'un angle qu'on a sur un axe avec un codeur incrémental. Et ceci directement. Voilà. C'est tout pour cette partie-là. Donc on a vu la partie des timers, des modules IPWM. Dans la prochaine vidéo, on verra les comparateurs. Je vous remercie.